Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Faits marquants, votre émission qui donne la parole aux acteurs ou témoins d'un fait remarquable. Le 16 février dernier, des jeunes panafricains prenaient le départ devant l'ambassade du Mali à Dakar pour se rendre à pied à Bamako. Un trajet de 1360 km parcouru à pied pendant 40 jours. C'est un acte historique qui vise à dénoncer l'embargo de la CEDEAO contre le Mali et de prêcher un message de panafricanisme. Excusez-moi. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau avec nous M. Suleiman Jules Diallo. M. Diallo, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des marcheurs. Effectivement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation et nos salutations à tous vos spectateurs. Merci beaucoup. Et M. Diallo, dites-nous d'ores et déjà 1360 km à pied, comment l'initiative d'un tel challenge vous est venue? En fait, nous, en tant qu'acteurs panafricanistes, qui, au-delà même de cette marche, avons l'habitude d'organiser des initiatives telles que la marche Dakar-Tcheitou. Tcheitou étant le village de Cheikh Anta Diop. Donc chaque année, nous faisons le trajet de Dakar à Tcheitou, soit 154 km en 5 jours, pour rendre hommage à Cheikh Anta Diop, mais aussi pour promouvoir les œuvres et les enseignements de Cheikh Anta. Alors, cette année, nous étions à la 8e édition, et quand nous avons terminé ce trajet, nous nous sommes dit, en fait, par rapport à tout ce qui se joue au Mali, il fallait que nous, en tant qu'acteurs, que nous nous mobilisons, que nous nous organisons pour que nous puissions symboliquement apporter notre solidarité au peuple africain du Mali. Alors, c'est dans cette perspective-là que nous nous sommes dit, en fait, puisque nous n'avons pas des milliards que nous pouvons donner au peuple africain du Mali, ni à l'État malien, la symbolique à laquelle on tenait le plus, c'était de marcher de Dakar à Bamako, soit 1360 km. Dans le souci de pouvoir, dans chaque étape de notre trajet, c'est-à-dire dans les villages, dans les villes, de communiquer avec les masses, de les informer de la situation politique qui prévaut au Mali. Et c'est dans cette dynamique-là que nous avons marché pendant 49 jours et que nous sommes arrivés à Bamako. Donc voilà globalement comment cette initiative est née. Et les raisons, en tout cas, qui ont motivé, qui ont soutenu cette initiative-là, parce qu'il s'agissait, sur le plan politique, sur le plan même géopolitique, de transmettre le message aux populations pour que celles-ci comprennent. Les chauffeurs de camions, les acteurs économiques, les acteurs politiques, que tout le monde soit au même niveau d'information, parce que pour la plupart, le discours est orienté vers le coup d'État. On dit que la situation au Mali, c'est un coup d'État, les militaires ont pris le pouvoir. Mais les gens ne mettent pas l'accent sur les vrais enjeux et le processus qui a vraiment permis aujourd'hui aux autorités de la transition de se positionner pour réclamer définitivement leur souveraineté, mais aussi pour montrer leur courage par rapport, n'est-ce pas, aux aspirations de leur peuple. Donc voilà en fait quelques raisons qui ont motivé cette initiative et pour lesquelles nous avons marché de Dakar à Bamako. Maintenant, au-delà de l'aspect de la marche, est-ce qu'il n'y avait pas aussi un autre aspect communicationnel, surtout la sensibilisation à l'endroit des populations? Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que ces populations recevaient vos messages? Est-ce qu'ils étaient partisans de ce que vous leur disiez? Bon, en réalité, le choix de cette marche est soutenu par cet objectif. Parce qu'il fallait forcément communiquer avec les masses, communiquer avec les populations, les sensibiliser, mais aussi être dans une dynamique explicative pour qu'ils comprennent plus les enjeux et le message qu'on voulait transmettre. D'abord, il y a plusieurs messages. Il y a le message qui consistait à dire que nous ne sommes pas d'accord avec cette décision injuste, illégale et même inintelligente de la CEDEAO. Parce que je pense que la CEDEAO devait même comprendre qu'il n'y est pas possible de sanctionner un peuple. Et que cette sanction-là, en réalité, c'était une sanction contre tout le continent africain. Parce qu'aujourd'hui, on voit que l'économie sénégalaise souffre de cet embargo. L'économie de tous les États qui sont autour du Mali sont en train de souffrir de cette sanction-là. Ça, c'était le premier message. Le deuxième message, c'est de dire que nous sommes solidaires au peuple africain du Mali. Nous sommes solidaires au gouvernement du Mali parce que tout simplement, nous avons vu qu'ils sont dans une dynamique de reconquête de leur souveraineté et que par rapport même à l'insécurité liée à la question du djihadisme, ils sont en train vraiment de mettre en place un dispositif pour mettre les populations en sécurité. Donc nous avons compris que ce sont les Occidentaux, notamment la France en tête de pont, qui avaient tendance à déstabiliser nos États et qu'aujourd'hui, avec ce gouvernement de la transition, avec les populations maliennes, la situation est en train d'être maîtrisée. Donc ça, c'était un autre message. Il y avait aussi un message qui consistait à dire, au-delà
de la problématique de la CEDEAO, du Mali, qu'aujourd'hui, il est temps que nous tous, en tant qu'Africains, que nous essayons de travailler à aller vers un État fédéral africain. Parce que tout simplement, nos micro-États-là, ça nous empêche de nous développer, ça crée des obstacles, ça crée beaucoup de contraintes, et qu'aujourd'hui, il faut aller vers un État fédéral puissant, capable d'avoir une économie forte, une armée forte, et qui saurait faire face, n'est-ce pas, aux différentes agressions extérieures. Donc ça, c'était les messages, disons, essentiels qu'on a eu à partager vraiment avec les populations pour que celles-ci puissent comprendre les enjeux et dire que le Mali aujourd'hui est le poumon de l'Afrique, et si le Mali tombe, c'est toute l'Afrique qui tombe. Donc nous, en tant qu'acteurs, nous n'avons pas le droit de laisser le Mali tomber, et que c'est parce que nous n'avons pas ce droit-là qu'il faut former un bouclier autour du Mali. Donc en gros, voici les quelques messages que nous avons partagés avec les populations de Dakar à Bamako. Très bien, on va revenir sur l'aspect de l'unité africaine bientôt. Maintenant, d'ores et déjà, est-ce que vous pouvez nous dire quel était en fait le profil des marcheurs? L'équipe était composée de quelle nationalité, qui étaient les profils en fait des marcheurs? Bon, fondamentalement, nous avions des Africains de tous bords. Oui. À titre d'exemple, nous avions des Africains de la Guinée. Conakry, nous avions des Africains du Congo, nous avions des Africains de la Guinée-Bissau, nous avons des Africains de tous bords, des Africains du Sénégal et des Africains même du Mali, puisqu'il y a un de nos concitoyens qui est africain du Mali qui avait décidé, quand il a été au courant de cette initiative-là, de marcher avec nous de Dakar à Bamako. Donc on peut dire pratiquement c'est le seul Africain du Mali qui a marché de Dakar à Bamako. Donc pour les profils du point de vue peut-être de la formation, du travail, de tout ça, nous pouvons dire qu'il y avait des étudiants, il y avait des chefs d'entreprise, il y avait toutes les composantes sociales en réalité. Donc c'est des gens qui, en fonction de leur secteur d'activité, certains ont demandé des permissions, d'autres ont fermé leur entreprise, d'autres ont demandé une autorisation au niveau de l'université pour pouvoir se greffer à cette initiative-là, parce qu'ils sont tous, en tout cas, animés par cette idéologie panafricaine. Et ils sont tous conscients aussi des enjeux qui se jouent au Mali. Et ils ont décidé, effectivement, en toute responsabilité et de façon volontaire, à venir se greffer à cette initiative-là pour progresser ensemble jusqu'à Bamako. Et il y avait des femmes là dans les marcheurs? Oui, nous avions des femmes. Les femmes qui ont en tout cas quitté le territoire sénégalais, elles étaient au nombre de 4. Et quand nous sommes arrivés sur le sol africain du Mali, il y a 2 femmes aussi qui se sont greffées au groupe. Donc au total, on était 8, il y avait 6 femmes plutôt au total. Donc il y a 4 femmes sur le sol africain du Sénégal et 2 femmes à partir du sol africain du Mali qui se sont greffées à l'initiative. Au total, elles étaient 6 femmes. Maintenant, dites-nous combien de temps l'organisation, parce que 1360 km, c'est pas plus. Donc, comment vous êtes organisé, comment l'information est partie, et comment les gens se sont rassemblés, comment ça s'est passé l'organisation? Bon, en réalité, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Nous pouvons vous dire avec certitude qu'en 72 heures, tous les aspects de l'organisation ont été mis en place. Parce que nous avions confectionné les affiches que nous avons balancées sur les réseaux sociaux avec des numéros et les camarades ont commencé à nous contacter, à réagir. Donc à part ça, peut-être c'est des discussions privées dans des groupes WhatsApp rapidement pour dire que voilà, par rapport à cette situation-là, il faut rapidement prendre une initiative, il faut rapidement, n'est-ce pas, se mobiliser et il faut rapidement agir. Et c'est comme ça que nous avons agi. En l'espace de 72 heures, nous avions déjà planifié et mobiliser les acteurs, en tout cas, qui étaient volontaires pour cette initiative-là. Et c'est comme ça que nous avons contacté l'ambassade du Mali pour dire que voilà, nous prenons départ le mercredi 16 pour progresser vers Bamako. Et l'équipe que nous avons trouvée au niveau de l'ambassade a été vraiment une équipe très responsable, avec laquelle d'ailleurs nous avons discuté pour voir en tout cas les contours de ce trajet et les aspects liés à l'organisation par rapport à la restauration, par rapport au rafraîchissement, par rapport à la sécurité et par rapport à d'autres aspects pour lesquels ils étaient un peu inquiets. Donc fondamentalement, c'est comme ça que cette initiative-là a été prise et que nous avons étape par étape essayé de nous adapter par rapport à l'objectif
mais aussi par rapport à l'environnement et par rapport au groupe. Nous avons pu harmoniser et puis gérer le groupe. Et nous sommes arrivés tous sains et saufs à Bamako le 27. Okay. Maintenant, justement, parlant de l'organisation de cette aventure-là, comment est-ce que ça se faisait le lieu de départ, vous dormez où, vous mangez où, vous mangez comment ça s'est passé tout ça? Voilà, donc quand on quittait Dakar, en fait, nous nous sommes dit maximum c'est 40 jours. Donc quand vous divisez 1360 km par 40, vous avez en moyenne 35 à 40 km maximum par jour. Donc nous nous sommes dit que chaque jour minimum, il faut qu'on fasse 30 km, maximum 40 km. Donc en principe, pour chaque 20 km, il y a une pause qui est observée pour permettre aux marcheurs de se reposer. Après les 20 km, il fallait faire une étape de 15, au maximum 20 km. Ensuite, on passe la nuit au niveau de notre point de chute. Alors, sur tout le trajet, nous étions en contact avec des personnes qui partagent notre vision, qui partagent notre idéal, qui sont dans des villes, qui sont dans des villages. Donc, il fallait en fait faire le calcul pour voir à chaque point de site, est-ce que ça correspondait à un village ou à une ville, pour qu'on puisse aller dormir là-bas. Si le point de site ne correspondait pas à une ville ou à un village, il fallait peut-être réduire ou augmenter le nombre de kilométrages pour que ça corresponde à une ville. Soit on augmentait 5 km ou on diminuait 5 km, mais l'essentiel c'était qu'on puisse aller dormir dans un village ou dans une ville. Et c'est comme ça qu'on s'est débrouillé pour être à Bamako. Si vous voyez même, il y a une étape où nous avons parcouru presque 68 km. Parce que tout simplement, le même jour, parce qu'il n'y avait pas de point de chute, il n'y avait pas de village, il n'y avait aucun point de chute possible. Donc il fallait aller sur 68 km pour pouvoir être dans une ville et être en sécurité. Je pense que c'était l'étape de Korokani. Oui. Nous avons dormi à Korokani parce que je pense que c'est Djema à Korokani, ça fait 68 km. Oui. Et on était obligé de parcourir les 68 km pour être dans une ville et mettre l'équipe en sécurité, mais aussi avoir le temps de nous reposer et de préparer la prochaine étape. Oui. Donc voilà en gros comment ça a été planifié. Oui. Le matin, on se réveillait tôt, à 6 h, et on prenait départ pratiquement avant 7 h. Et à partir de 11 h, 11h30, on faisait des pauses. Des fois, on faisait des pauses jusqu'à 15 h, et à partir de 15 h, on continuait à marcher jusqu'à 19 h, 19 h 30, au plus tard 20 h. Et c'est comme ça que les membres de l'équipe, par leur endurance, par leur discipline, oui, nous avons tous pu progresser jusqu'à Bamako. Okay, maintenant, les villages de chute, là, est-ce que en fait, c'était les villageois qui prenaient en charge la restauration ou bien c'était vous qui mettiez la main dans la poche? Bon, globalement, ce sont les villageois, les populations qui se sont appropriés cette marche. Quand ils ont vu qu'il y avait des citoyens africains qui avaient décidé de marcher de Dakar à Bamako pour soutenir le peuple africain du Mali, ils se sont identifiés à cette initiative-là et se sont sentis concernés. Donc, à chaque fois qu'on partait dans un village, soit c'est le chef de village, soit c'est juste des jeunes ou des organisations de jeunes ou de femmes qui sont mobilisés et qui préparaient notre accueil et qui prenaient en charge fondamentalement tous les aspects financiers liés à la restauration, à la nourriture et tout ça. Donc, on peut le dire ainsi et profiter aussi de cette occasion pour remercier tout ce beau monde, toutes ces personnes qui sont conscientes des enjeux et qui se sont solidarisées à cette initiative-là et qui ont mis de leurs moyens, qui ont mis de leur énergie, qui ont mis même disons, de leur capacité à mobiliser les gens. Donc chacun a contribué en fonction des possibilités qui s'offraient à lui. Donc globalement, c'est les populations qui se sont organisées et qui ont préparé notre accueil, ville par ville, étape par étape. Oui. Maintenant, vous parlez de sécurité. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait des forces de sécurité qui vous accompagnaient des trajets, sur ces trajets-là, ou bien vous étiez organisé en mettant en place, en donnant la charge de la sécurité à certains de vos éléments? Bon, en réalité, quand nous étions sur le sol africain du Sénégal, c'est-à-dire quand nous étions sur le territoire sénégalais, fondamentalement, nous n'avions pas trop ce problème-là. Oui. Parce que c'était un territoire que nous maîtrisions. Nous connaissons bien le territoire puisque nous y vivons et que nous avions des contacts un peu partout. Maintenant, c'est quand nous sommes arrivés sur le sol africain du Mali, une fois que nous avons été sur le territoire malien, et c'est à ce niveau-là qu'il faut d'ailleurs féliciter les autorités maliennes et toute l'administration territoriale du Mali. Oui. À partir de Diboli, toute l'administration s'est organisée pour nous accompagner. Donc il y avait un dispositif
opérationnel qui a été mis en place et qui nous a accompagnés de Diboli jusqu'à Bamako. Oui. Et c'est l'occasion de féliciter les préfets, les sous-préfets, toute l'administration territoriale, les maires, n'est-ce pas, le ministre chargé de la sécurité, les FAMA. Donc, ils se sont tous mobilisés vraiment pour nous accompagner et pour nous mettre en sécurité. Oui. Donc, nous, on n'avait plus cette crainte de l'insécurité, mais nous, notre objectif, c'était plutôt comment gérer le groupe, comment faire en sorte que nous n'ayons pas de blessés et que tout le monde puisse avancer jusqu'à Bamako. Et c'est ce que nous avons fait parce que les problèmes de sécurité ne se posaient plus. Okay. Maintenant, juste parlant de difficultés, est-ce que vous en avez eu sur ces trajets-là? Bon, forcément, parce que quand vous entreprenez une initiative telle que la marche Dakar-Bamako, 1360 km en 39 jours. En 39 jours, il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui. Parfois, vous pouvez avoir des gens dans l'équipe qui ont des maux de tête, d'autres ils ont des maux de pied. Parfois, même par rapport à la fatigue. Oui. Tout ça, c'est des aspects qu'il faut gérer. Est-ce qu'il y a certains qui ont abandonné Non, fondamentalement, personne n'a abandonné parce qu'ils savaient tous que dans cette mission-là, l'abandon n'était pas possible. Donc, nous, notre souci, c'était comment faire pour que tout le monde, n'est-ce pas, puisse être dans de bonnes conditions et qu'il n'y ait pas de blessés graves, qu'il n'y ait pas de maladies graves, qu'il n'y ait pas vraiment de problèmes graves. Mais fondamentalement, à l'esprit, nous avions tous qu'il faut être tous à Bamako, il fallait tous arriver à Bamako parce que notre slogan, c'est qu'il faut être mentalement prêt et physiquement apte. Donc ça, je pense que le groupe l'avait compris. Maintenant, c'est vrai qu'il y a de petits problèmes, mais ça se gère au fur et à mesure. Et c'était des problèmes mineurs qui étaient, disons, parfois même liés à la fatigue oui. ou même liés à des aspects organisationnels. Mais globalement, on n'a pas eu beaucoup de problèmes parce qu'on avait le soutien des populations, on avait le soutien des autorités et on avait un encadrement qui nous permettait d'avancer en toute sécurité. Donc, nous pouvons dire qu'en gros, il n'y avait pas beaucoup de difficultés. Il n'y avait pas beaucoup de difficultés, mais il y a eu des petites difficultés. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a vraiment dit on n'abandonne pas, on va le faire? Qu'est-ce qui vous tenait vraiment à tirer jusqu'à ce que cette ambition-là soit réalisée? Oui, comme je le dis, en fait, c'est parce que nous sommes conscients des enjeux et nous savons que les enjeux dépassent nos personnes. Et qu'aujourd'hui, nous avons un devoir de sacrifice et de solidarité vis-à-vis de l'Afrique. Parce que l'Afrique a été tout le temps dominée et qu'aujourd'hui, il y a des pays, des États qui se battent pour sortir de cette domination-là. Et le Mali se positionne tel qu'un pays qui ne veut plus être dominé. Donc nous, si nous voyons cet exemple-là, nous devons faire tout pour que ça réussisse. Parce qu'aujourd'hui, si l'exemple du Mali réussit, ça va inciter les autres pays de la zone à se mobiliser, mais aussi à s'organiser pour sortir aussi de la domination, de l'oppression. Donc c'est pour cette raison-là que nous devons faire tout pour que l'exemple du Mali réussisse et que les Africains sachent qu'il y a possibilité, n'est-ce pas, de sortir de la domination, de s'organiser avec son peuple et de proposer un modèle de développement qui répond aux aspirations de son peuple. Donc c'est juste une question de leadership. Quand le leadership est fort, qu'il est courageux et qu'il est panafricain, je pense que les pays peuvent s'en sortir. Donc c'est pour cette raison-là que nous n'avions pas le droit d'abandonner. Parce que le Mali n'a pas abandonné. Et puisque le Mali n'a pas abandonné, nous ne pouvons pas abandonner. Donc je pense que c'est facile à comprendre. Le Mali n'a pas abandonné, le Mali se bat, le Mali est en train de résister et nous devons résister aux côtés du Mali, nous devons nous battre aux côtés du Mali. Et c'est pour cette raison-là que l'abandon n'était même pas une option. Il n'y avait que deux options. C'est avancer et la deuxième option aussi, c'était avancer jusqu'à Bamako et c'est ce que nous avons fait. Okay. Avancé, vous êtes arrivé à Bamako. Mais est-ce que vous avez d'ores et déjà des retours de votre initiative? Est-ce que ça fait précisément concernant la CEDEAO? Est-ce que votre initiative là va faire changer la CEDEAO d'idées, de démarches, de conception, c'est-à-dire sur la situation malienne? Est-ce que vous avez un retour si ça fait son effet? Bon, globalement, notre message était d'abord orienté vers le peuple africain, de façon globale, qu'il soit à l'intérieur du continent ou au niveau de ses diasporas. Oui. Parce que la CEDEAO ne représente qu'eux-mêmes. La CEDEAO, c'est un syndicat de chefs d'État qui ne représente qu'eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, même nous, notre initiative montre que parfois, les présidents africains prennent des décisions auxquelles le peuple n'est pas associé. Nous, cette décision de la CEDEAO, nous ne sommes pas associés. Personne ne nous a demandé notre avis.
Et c'est parce que nous n'avons pas été associés à cette décision-là que nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord avec cette décision de la CEDEAO. Parce que cette décision-là, c'est une décision inintelligente. À la limite même, c'est une décision idiote. Parce qu'on ne peut pas sanctionner économiquement un peuple. Parce qu'aujourd'hui, en essayant de sanctionner le gouvernement malien, la CEDEAO en réalité ne fait que sanctionner le peuple malien. Alors qu'aujourd'hui, nous voulons une CEDEAO des peuples. Et je pense que dans les textes même de la CEDEAO, on parle de la CEDEAO des peuples. Alors, pour des questions purement politiques, et par pure peur, la CEDEAO a pris une décision inintelligente alors qu'elle aurait pu tout simplement accompagner le processus. Donc nous, aujourd'hui, notre message est plus orienté vers les peuples, que les peuples comprennent les enjeux et que chaque citoyen africain prenne ses responsabilités. Et je pense que nous avons impacté, que ce soit à l'intérieur du continent et au niveau de ces diasporas, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de cette initiative et tout le monde a compris qu'effectivement, l'unité africaine était possible, qu'il y avait d'autres moyens de soutien, d'autres moyens de pression que les jeunesses africaines peuvent mettre en place pour montrer aux dirigeants que nous ne sommes pas d'accord avec les décisions, que nous avons choisi d'être solidaires, d'être unis et de sortir de l'oppression et de la servitude. Donc voilà en gros l'impact que cette initiative a donné. Et sur le plan géopolitique, je sais que cette initiative-là a bouleversé beaucoup d'instances de prise de décision au niveau sous-régional et même au niveau international. Okay. Très bien, maintenant, le Mali s'était un premier pas. Est-ce que dire que dans les jours à venir, vous allez essayer de marcher c'est-à-dire vers d'autres pays africains pour prêcher en ces messages d'unité africaine, de panafricanisme? Bon, ce que je peux dire de façon sûre et certaine, c'est que tout est possible. Juste préciser qu'aujourd'hui, le Mali est la capitale du panafricanisme. Nous avons marché de Dakar à Bamako. Nous sommes venus remettre le drapeau aux autorités maliennes. Et désormais, le Mali est le foyer du panafricanisme. Toutes les grandes initiatives liées au panafricanisme doivent prendre forme à partir de Bamako. Maintenant, nous avons aussi transmis le panafricanisme entre les mains des autorités maliennes. Et maintenant, elles ont la responsabilité historique de donner des orientations qui marqueront l'histoire, qui marqueront les hommes de notre époque et qui marqueront en tout cas les générations à venir. Donc aujourd'hui, c'est pour dire tout simplement que la transmission a été faite. Il y a un message que nous avons transmis entre les mains des autorités maliennes. Il y a un signal fort que nous avons transmis aux dirigeants africains en passant par la capitale malienne qui est Bamako. Aujourd'hui, tout est centré au niveau de Bamako. Le Mali devient effectivement le poumon, n'est-ce pas, du panafricanisme. Ça devient le foyer de toutes les réflexions stratégiques liées au panafricanisme. Et toutes les initiatives maintenant doivent partir de Bamako. Donc ça, on peut le dire avec certitude. Très bien. Vous avez, parlant des autorités maliennes, vous avez été reçu par le président de la transition et une manifestation, grande manifestation a été organisée à la place de l'indépendance pour vous accueillir. Au-delà de cela aussi, vous avez été reçu pour une cérémonie de rupture collective de jeûne chez le Premier ministre. Je vais vous proposer de suivre cet élément, ces reportages réalisés par notre collègue Ibrahima Guindo et Moussa Timbini. 9 mars dernier à la place de l'Indépendance, suivi de leur distinction au titre des citoyens d'honneur du Mali par Assimi Goïta à Koulouba le jeudi 30 mars. Les 28 marcheurs ont été invités à la rupture collective du jeûne par le Premier ministre à son domicile. Au-delà de la symbolique religieuse, les marcheurs ont particulièrement apprécié cette invitation. Selon eux, elle s'apparente à une discussion sous l'arbre à palabres. Donc pour cette visite, nous l'appelons une visite de l'arbre à palabres avec notre papa, Choguel Maïga. Arbre à palabres parce que dans la tradition africaine, effectivement, dans les maisons, les discussions collectives permettaient à chacun d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions. Nous avons marché effectivement de Dakar à Bamako pour soutenir le peuple malien parce que tout simplement nous sommes conscients des enjeux. Nous avons entendu le message des autorités maliennes. Et nous savons que leurs orientations sont bonnes pour le peuple africain du Mali et pour toute l'Afrique. Les marcheurs se disent très satisfaits de la bonne compréhension de leur message de soutien à l'endroit du peuple malien. On est venu pour leur donner un message qui est de soutenir le peuple malien. Et
on croit que c'est bien entendu et c'est ça notre satisfaction. Notre dernier message en est de dire à toute la jeunesse africaine de se lever parce que le combat vient juste de commencer. Quant au Premier ministre, il conçoit cette rencontre comme un signe de victoire. Remercier d'avoir accepté de venir partager avec moi ce petit dîner en ce mois sacré de Ramadan. Je crois que c'est aussi un signe qui ne trompe pas. C'est un signe heureux, un signe de succès. Et nous demandons, je demande à tous les Maliens, à toutes les Maliennes, à tous les Sénégalais, à toutes les Sénégalaises, à tous les Congolais, les Ivoiriens, les Guinéens, tous ceux qui ont participé à cette marche, de faire des bénédictions pour l'Afrique, pour la jeunesse, pour le Mali, pour les autorités de la transition. Rappelons que les 28 marcheurs panafricains sont partis de Dakar le 16 février 2022, composés à la base de 18 personnes venues du Sénégal, dont 15 Sénégalais, un Guinéen, un Congolais, un Malien, et ont été rejoints par la suite par 10 Maliens, dont 6 à Diboli et 4 à Kaï. Ils sont arrivés à Bamako le 27 mars 2022, une prouesse saluée à sa juste valeur par le peuple malien. Et maintenant, M. Diallo, vous avez été reçu par le président de la transition, vous avez été reçu par le Premier ministre. Ces accueils, c'est-à-dire des autorités maliennes, qu'est-ce que cela vous a fait? Bon, d'abord, ça montre qu'eux, ils sont très cohérents dans leur dynamique. Ils sont dans une dynamique de souveraineté et d'autodétermination. Ils ont vu qu'il y a des jeunes africains, citoyens africains, qui ont décidé de soutenir cette initiative-là et il est tout à fait normal qu'ils nous reçoivent. Oui. Et ça montre aussi la grandeur et tout le sens de responsabilité de ces autorités-là et leur compréhension même de la dimension de cette initiative-là. Et pour ça, nous leur transmettons tous nos remerciements et tous nos encouragements et leur dire qu'ils doivent maintenir le cap parce qu'aujourd'hui, le Mali est un exemple dans le combat de la souveraineté et que toute l'Afrique est derrière les autorités de la transition parce que nous comprenons les enjeux et que le Mali ne doit pas tomber et le Mali ne tombera pas. Et aux ères d'indépendance, lorsque nos nations retrouvaient leur indépendance, il y avait cette tentative de fédération avec surtout la fédération du Mali, la fédération Mali-Ghana-Guinée. Mais en réalité, ces différentes fédérations ont été éphémères. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, c'est encore possible de retourner vraiment à des États fédéraux en Afrique? Oui, bon, à la veille ou même au lendemain des indépendances, en fait, le processus a été biaisé dès le départ parce qu'en réalité, beaucoup d'États africains, ils ont demandé, on les a donnés. Oui. Et comme le dit Thomas Sankara, la révolution, elle ne se demande pas, elle s'arrache. Oui. Donc, quand vous négociez votre indépendance, qu'on vous la donne, ça veut dire que cette indépendance-là est piégée à l'avance. Oui. C'est pourquoi les entités fédératives qu'ils ont tenté à mettre en place n'ont pas fonctionné. Parce qu'il y avait toujours la main de l'ex-colonisateur qui faisait tout pour manipuler les uns contre les autres. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a de l'espoir pour vraiment... Non, aujourd'hui, il y a de l'espoir. Parce qu'aujourd'hui, comme le dit Cheikh Anta Diop, à formation égale, la vérité triomphe. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, sur le plan de la communication, sur le plan de la documentation, et sur le plan même, disons, de la connaissance tout court, aujourd'hui, les Africains sont capables d'opposer aux oppresseurs, n'est-ce pas, un certain nombre d'arguments et de connaissances qui permettent tout simplement de mettre les acteurs ensemble et de proposer nos propres modèles. Et je pense qu'aujourd'hui, aller vers un État fédéral africain s'impose à tous les États africains parce que tout ce que nous avons essayé depuis les indépendances jusqu'à maintenant, ça n'a pas fonctionné. Donc, il faut forcément aller vers un État fédéral parce que c'est un besoin de puissance, une nécessité de puissance. Oui. Parce qu'aujourd'hui, soit on est puissant, soit on est faible. Et quand on est faible, on est dominé. Oui. Donc il faut être puissant pour pouvoir dominer ou même pour se faire respecter et se positionner par rapport aux enjeux mondiaux. M. Diallo, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Un dernier message en 10 secondes à l'endroit du peuple africain. D'abord, vous dire merci à toute la jeunesse africaine qui comprend les enjeux. Mobilisons-nous, organisons-nous et créons un dispositif qui nous permettra de vaincre. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous sommes à la fin de cette émission. Nous avions comme invité M. Souleymane Jules Diallo. Marcheur, M. Diallo, merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, merci vraiment d'avoir suivi cette émission. À très vite
C'est Joliba TV News.